Je suis Gabrielle Bélanger, avocate et canoniste, et je travaille pour le diocèse de Montréal. Alors, j'ai quand même plusieurs années d'expérience avec la loi sur les fabriques, et c'est pour ça que j'ai proposé là, de faire une formation là, pour ceux que ça pourrait intéresser, là, les chanceliers, vice-chanceliers ou autres personnes reliées là, aux chanceliers. Alors, on commence. La formation, en fait, ce qui m'a été demandé, c'est de parler là, des grands principes de la loi sur les fabriques et puis d'autres thèmes que on va discuter à la fin de la formation. Une mise en garde dès le départ, en fait, c'est juste pour vous dire que dans le fond, c'est une formation, ce n'est pas une opinion juridique que je fais. Alors, si jamais, là, c'est vraiment de l'information générale. Si jamais il y a des questions plus précises, on pourra peut-être en discuter à un autre moment, là, mais alors, c'est pas, faut pas prendre, mettons, tout ce que je dis pour appliquer dans vos situations concrètes. Là, mettons, si vous avez vraiment un problème particulier, là, disons que c'est de l'information juridique là, que je vais donner. Ensuite, alors, l'introduction, les objectifs de la formation. Alors, j'ai conçu la formation sur la loi sur les fabriques là, de façon synthétique. Ça vise à fournir une compréhension claire et concise là, des dispositions essentielles qui régissent les fabriques au Québec. L'objectif, c'est de permettre aux participants là, de saisir les rôles, les responsabilités, les mécanismes de fonctionnement là, sans entrer dans tous les détails. La loi sur les fabriques, ça encadre la gestion des biens matériels et financiers dans les paroisses catholiques, en définissant là, la structure juridique et les obligations des administrateurs, les membres de fabrique, les mariés, entre autres. Je vais mettre en lumière là, en fait, les points clés, là, qu'est-ce qu'on compose la fabrique, les rôles du curé, du président, des mariés, les règles relatives aux assemblées, aux décisions. Je vais aussi aborder là, des principes de responsabilité, de prévention de conflits d'intérêts. J'espère que cette approche-là va pouvoir aider les administrateurs, les mariés là, dans la pratique quotidienne là, de leur rôle. Et puis, dans le fond, ce que je veux par cet outil-là, qui pourra vous être partagé après, là, le PowerPoint, je veux qu'on s'assure de la conformité, de la transparence et de la bonne gouvernance là, dans la gestion des fabriques, hein, ce qui est très important. Alors, qu'est-ce qui compose là, la structure et la composition de la fabrique? Comme vous le savez certainement, la fabrique, c'est une personne morale de droit public qui est créée par la loi sur les fabriques pour administrer les biens d'une paroisse catholique. Alors, elle est composée de membres de droit et des membres élus. Les membres de droit, ça inclut le curé, qui est automatiquement membre en raison de sa fonction, et le président de l'Assemblée qui est nommé par l'évêque diocésain. Alors, ça, c'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est une personne là, qui peut être de droit dans la fabrique si l'évêque la nomme. Les membres élus sont les marguilliers, généralement au nombre de 6, qui sont choisis par les paroissiens. Alors, il y a un vote là-dessus. Alors, ça fait qu'en tout, une fabrique compte habituellement entre 7 et 8 membres. C'est cette structure qui vise à assurer une gouvernance équilibrée entre l'autorité ecclésiale et la participation des laïcs. Comme on désire aujourd'hui, là, impliquer de plus en plus les laïcs dans l'administration, la gestion. Alors ça, la fabrique, c'est vraiment un bon exemple là, de ça. Pour être marguillé, ce que la loi prévoit, c'est qu'il faut être catholique, majeur, et puis il faut résider sur le territoire de la paroisse. Le mandat est de 3 ans, renouvelable une fois, avec une période de repos d'1 an avant une nouvelle candidature. Si jamais on ne trouve personne, il y a une personne qui peut se représenter, mais elle doit attendre 1 an. Puis cette composition-là là, de la fabrique garantit la représentativité et la continuité dans la gestion des affaires paroissiales.
La fabrique agit comme conseil d'administration, c'est le terme là, plus au niveau civil, pour les biens matériels et financiers, tout en respectant les orientations pastorales. Alors, elle est soumise aux règles du Code civil et aux principes de transparence et de responsabilité. Alors, quel est le rôle et quels sont les rôles et les responsabilités clés dans la loi sur les fabriques? Alors, comme on en a parlé un peu, quel est le rôle des marguilliers? Les marguilliers sont des administrateurs bénévoles élus. Alors, ils peuvent pas être payés. Là, c'est vraiment inscrit là, dans la loi. C'est une charge gratuite. Alors, ils sont élus pour gérer les biens matériels et financiers de la paroisse. Leur rôle consiste à veiller à la conservation des bâtiments, la gestion des ressources, à la planification budgétaire, afin de soutenir la mission pastorale. Alors, on doit agir avec prudence, diligence, loyauté, conformément aux articles 321 et 322 du Code civil. Je vais revenir là-dessus plus vers la fin. Pour ce qui est du président d'assemblée, alors qui est nommé par l'évêque, lui, il a pour mission de convoquer et de présider les assemblées de fabriques et de paroissiens. Alors lui, il assure le respect des procédures, la transparence des débats et la consignation des décisions. Alors, c'est bien important, c'est pas un PDG, il n'y a pas un pouvoir hiérarchique sur le curé ou les autres marguilliers. Il ne peut pas imposer ses décisions là, administratives ou pastorales. Alors, il y a vraiment plus un rôle procédural et organisationnel. Alors, c'est vraiment son rôle de faciliter là, les assemblées, l'animation. Le vice-président, qui est facultatif, mais qui est très, disons que ça peut être très facilitant là, lorsque le président il y a un empêchement ou en tout cas, il n'est pas capable de se présenter à l'Assemblée, ben le vice-président, il remplace dans ces cas-là, notamment lors des élections, il peut présider l'assemblée de paroissiens ou même les assemblées de fabriques. Alors, ces fonctions sont vraiment encadrées par la loi. Puis, la collaboration doit toujours être harmonieuse là, entre toutes ces personnes-là, surtout le curé, le président, le vice-président, pour être sûr pour éviter les conflits, puis pour être sûr qu'on gouverne de façon efficace la fabrique. Je dis pas nécessairement juste pour vous dire là, tout ce qui est écrit sur les diapositives, mais ça, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir vous transmettre le PowerPoint. Puis si jamais vous avez des questions à la fin, là, c'est possible là, de les noter, puis en tout cas, je pourrais élaborer là, si vous avez là, disons, des questions plus précises, là, ça me fera plaisir de revenir là-dessus. Peut-être la chose que je peux dire tout de suite, c'est vraiment le président, en fait, il est vraiment là en cas d'empêchement. Alors, c'est pas nécessairement la même chose qu'une vacance, c'est-à-dire quand il n'y a pas de président, quand il n'y a pas de président élu. C'est-à-dire que le vice-président peut seulement remplacer lorsqu'il y a un président élu. Disons que c'est des choses là qu'il faut bien comprendre parce que ça peut rendre nulle là, une convocation d'assemblée de fabrique si, mettons, il n'y a pas de président qui a été nommé, puis le vice-président continue d'agir. Alors, ça serait pas à lui là, de convoquer l'assemblée, mais bien au curé qui est un président par défaut. Alors, en tout cas, je pourrais revenir à ce sujet-là si jamais vous avez des questions, mais le cas de vacances, c'est pas la même chose que le cas d'empêchement. Alors, le vice-président agit seulement en cas d'empêchement du président. Alors, pour ce qui est du curé, le curé, c'est l'administrateur principal de la paroisse, tant sur le plan canonique que civil. Selon la loi sur les fabriques, il est membre de droit de l'Assemblée de fabrique. Et il est le président par défaut s'il n'y a pas de nomination là, de l'évêque. Il participe
aux décisions comme, comme membre là, de la fabrique concernant la gestion des biens. Mais il n'y a pas de droit de vote à l'Assemblée des paroissiens parce qu'il n'est pas considéré comme un paroissien au sens de la loi. Là. Ça, c'est dans les articles là, au début, là, les définitions. Le curé peut convoquer l'Assemblée des paroissiens en cas d'empêchement du président. Puis même, je pense, j'ai mis encore dans, mais je pense qu'il peut, le curé peut toujours, en fait, remplacer, peut toujours convoquer l'Assemblée des paroissiens, mais il ne peut pas la présider, sauf s'il y a une délégation express ou si de l'évêque ou s'il est vice-président. Fait que ça, c'est des petites choses à faire attention. Le curé, pour présider l'Assemblée des paroissiens, doit avoir là, une délégation ou être nommé comme vice-président. Son rôle est central dans la coordination entre les aspects pastoraux et administratifs. Alors, pour un curé, c'est important d'être au fait de tous les défis, les problèmes, les dossiers de la fabrique. Il doit vraiment veiller à ce que les décisions de la fabrique respectent la mission de l'Église puis les normes légales. Puis bon, sa collaboration entre lui et le président de l'Assemblée, c'est crucial là, pour garantir la gestion harmonieuse. Le curé, bon, il incarne l'autorité spirituelle tout en assumant des responsabilités civiles, ce qui exige une compréhension claire des limites et des obligations définies par la loi. Alors, c'est vraiment important là, que le curé soit au cœur de toutes les décisions prises par la fabrique. Ensuite, les assemblées et les processus décisionnels, on parle de l'assemblée de fabrique qui est l'assemblée des paroissiens. L'assemblée de fabrique, dans le fond, c'est l'organe décisionnel pour la gestion des biens paroissiaux. Alors, c'est comme le conseil d'administration. Il peut être convoqué par l'évêque, le président ou deux membres. Alors, si jamais deux membres veulent convoquer, c'est possible. Le quorum requis, on parle de la majorité des membres en fonction. Puis les décisions sont prises à la majorité simple. Alors, ça, c'est important. L'Assemblée des paroissiens, elle, est convoquée pour l'élection des mariés et l'adoption de certains règlements. On parle en matière d'emprunt. Alors ça, c'est les deux fois où les deux dossiers là, pour lesquels l'Assemblée des paroissiens est obligatoire. Ça n'empêche pas qu'on peut en faire plus à d'autres moments, mais c'est vraiment, là, disons, la loi là, oblige dans ces cas-là. Pour ce qui est du quorum de l'Assemblée des paroissiens, c'est 10 paroissiens. Puis bon, il y a des règles précises là, pour la convocation, pour le vote. Le vote habituellement se fait à main levée, mais peut être secret là, sur demande. En fait, la loi là, le prévoit que deux paroissiens peuvent demander le vote secret s'ils sont appuyés de cinq autres. Alors, ça, c'est la façon de faire des fois quand, bon, il y a des décisions plus difficiles. Alors, ces assemblées, c'est en fait le but du législateur là, par ces assemblées, c'était de garantir une participation démocratique, puis la transparence dans la gestion paroissiale. Alors, c'est vraiment, on vote, les gens sont élus. Alors, on vote vraiment pour des candidats. Les assemblées doivent respecter les délais, les modalités de convocation prévues par la loi pour assurer la validité des décisions. Alors, pour ce qui est d'une convocation de l'Assemblée de fabrique, on parle d'un délai minimal de 3 jours francs qui doit s'écouler entre la publication de l'avis de convocation et la date fixée pour l'Assemblée. Et puis, pour l'Assemblée des paroissiens, on dit un délai minimal de 6 jours francs est requis. Alors, bon, dans un cas, c'est 3, dans l'autre, c'est 6 jours. Puis pour compter, ce qui est important là, de savoir, c'est que les jours fériés sont comptés dans les jours francs, mais on ne compte pas le jour de la publication, ni le jour de l'Assemblée dans le calcul. Alors, c'est la façon là, de calculer. Il y a aussi la possibilité... puis c'est ça, pas oublier pour ce qui est des assemblées des paroissiens, il faut aussi le publier de façon efficace. Je
pense que la plupart des paroisses sont habituées avec ça, là, de l'introduire au prône à la fin de la messe, de l'afficher derrière l'église, de le mettre sur le site Internet. En tout cas, il y a plusieurs façons de faire. Pour ce qui est des assemblées de fabrique, bon, des fois, c'est pas possible de se réunir bon, physiquement, puis même je veux dire, de façon, mettons, en vidéo. Alors, il y a une possibilité de faire des résolutions, qu'on dit des résolutions écrites qui tiennent lieu d'assemblée. Ça, c'est une possibilité de l'article 354 du Code civil. Cet article-là permet, là, en fait, si chaque personne signe la résolution, dans le fond, c'est une résolution qui tient lieu d'assemblée. On n'a pas besoin là, d'avoir une vraie assemblée physique, mais vraiment, là, si tout le monde signe la résolution qui est écrite, tout le monde alors elle peut être adoptée. Après ça, on la met là, dans le registre des résolutions. Et puis, c'est ça, c'est une résolution qui est prise là, en bonne et due forme. Là. Ça, des fois, c'est une façon de faire qui peut dépanner là, dans des cas peut-être urgents. Alors, voilà, je vais juste vérifier. J'ai peut-être passé trop vite. Je vais juste vérifier. Oui, je pense que c'est bien. Alors, on arrive au principe plus de gouvernance et de prévention des risques. Les administrateurs, qui sont les mariés dans le cas des fabriques, ont des responsabilités. Et là, comme je l'ai mentionné dès le départ, il y a des obligations légales là, que les administrateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable, ils doivent agir de bonne foi dans la gestion et la supervision des opérations de l'organisme. Puis ça, c'est le Code civil qui le prévoit, l'article 321 et 322. Alors, c'est vraiment important là, pour les administrateurs dans toutes les décisions qu'ils prennent, que les mariés puissent agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté pour protéger l'intérêt de la paroisse. Parce que, en fait, si un jour il y a des décisions qui sont prises, puis bon, qu'il y a un certain problème, des gens qui se plaignent ou il y a un dommage qui est créé à certaines personnes, il peut y avoir un litige. Et puis, en fait, ce que ça montre, c'est que les administrateurs, les mariés peuvent être poursuivis pour une faute qui a été commise dans l'exercice de leur fonction, puis peut être tenu personnellement responsable. Alors ça, c'est important de le savoir, puis c'est pour ça qu'en fait, on dit aux fabriques, puis je pense que la mutuelle des fabriques là, prévoit ça, là, une assurance pour la responsabilité des administrateurs. Alors, s'il arrive quoi que ce soit, c'est la mutuelle, l'assureur qui va défendre les administrateurs. Il y a un mais, là, dans le sens que habituellement, l'assureur va payer pour des problèmes qui ont été faits, là, en fait, pour des actions qui ont été prises dans le cours de l'exercice de leur fonction. Mais s'il y avait une faute personnelle intentionnelle, là, une faute lourde, c'est ça, lourde, intentionnelle, là, c'est à ce moment-là que l'assureur pourrait se dégager de sa responsabilité. Alors, c'est pour ça que ça a à prendre avec vraiment là, grand intérêt, l'importance de bien agir. Puis si on n'est pas d'accord avec une décision, de le mentionner dans la résolution, on peut toujours mentionner qu'on n'est pas d'accord, puis donner les raisons. Ou quand on prend une décision à l'unanimité, on peut expliquer aussi là, le pourquoi et tout. En tout cas, disons que c'est important de s'assurer des motifs de notre décision, puis de faire les choses correctement. Parce que c'est certain que c'est ça, disons que c'est des décisions qui peuvent avoir un impact là, sur les administrateurs, sur les mariés. Ensuite,
Je voulais vous parler aussi des conflits d'intérêts parce que c'est souvent, en fait, c'est des sujets qui reviennent. Bon, les conflits d'intérêts, le conflit en général, conflit d'intérêts, c'est une notion très large. Puis ça inclut même les conflits potentiels, l'apparence de conflits d'intérêts. Souvent, il faut démontrer l'existence d'un lien logique, mais c'est pas nécessaire que la personne profite de la situation actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est en fait, la loi, peut-être juste avant, je devrais dire, l'article 46 de la loi sur les fabriques prévoit que les membres ne doivent ni prendre part aux délibérations ni voter sur des questions où il y a un intérêt direct ou indirect de celui des autres paroissiens. Alors, c'est quand même, ça englobe large. Puis on dit que c'est la fabrique qui décide de façon définitive et sans appel si un membre a un intérêt direct ou indirect, distinct de celui des autres paroissiens. Puis c'est sûr que celui qui est concerné ne peut pas voter sur cette question-là. Alors, quand on parle d'intérêt, on dit qu'il s'agit d'une action, d'une décision qui sera prise et motivée en raison des bénéfices financiers ou moraux que ce dernier pourrait personnellement obtenir. Alors, c'est quoi un intérêt financier? Ben, ça représente des situations où la personne va recevoir un gain monétaire ou lorsqu'elle est en mesure d'éviter une perte. Alors, on parle vraiment d'argent ici. Tandis que l'intérêt moral, c'est plus une situation où une personne va être en mesure d'avantager une cause, une autre personne ou une entreprise dans laquelle elle possède des intérêts. Alors, c'est pas nécessairement au niveau monétaire, mais plus un avantage qu'on pourrait obtenir là, par une décision. Alors, et puis, la fabrique, pour cet article-là, l'article 46, la fabrique, dans le fond, va se poser la question, en fait, c'est vraiment une question de fait. Là, il faut vérifier là, chaque cas au cas par cas. En fait, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le résultat de la délibération risque de favoriser un membre en particulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être favorisé par cette décision-là? Est-ce que le membre poursuit des intérêts distincts de la généralité des paroissiens? Ou est-ce qu'il a le même intérêt que les autres paroissiens? Est-ce que les paroissiens peuvent avoir des raisons de croire que le marié serait particulièrement avantagé par la décision? Parce qu'on parle aussi là, de conflits potentiels, d'apparence de conflits d'intérêts. Alors, c'est assez large. Fait que c'est l'Assemblée de fabrique qui est la seule juge pour statuer par résolution sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts, selon l'article 46. Là. Le conflit d'intérêts visé par l'article 46, ça n'entraîne pas la déchéance de la charge de marié. Par exemple, pour vous donner un exemple, lorsque la fabrique accorde un contrat, l'offrant ou le soumissionnaire qui est marié va se retirer là, lorsque sa proposition ou sa soumission sera examinée par l'Assemblée de fabrique. Ce n'est que s'il décroche le contrat qu'il deviendra inhabile pour siéger en tant que marié, en vertu de l'article 39. Parce qu'à l'article 39, on interdit une personne qui a un contrat avec la fabrique d'être mariée. Alors, dans le cadre de l'article 46, l'Assemblée est seule juge pour statuer par résolution sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts. Par contre, pour l'application 39, c'est pas le cas. C'est vraiment l'article 39 et d'ordre public. Alors, il y a plusieurs cas, plusieurs critères qui font que si on rentre dans ces critères-là, le marié est démis de sa charge. Il n'y a même pas il n'y a rien à faire, c'est automatique. Là, par exemple, si la personne n'est plus paroissien, c'est déménage, ben, ipso facto, il n'est plus marié. Il faut le remplacer. Alors, c'est ça, l'article 39, on dit c'est vraiment dans le public. L'article 46, alors c'est la fabrique là, qui juge du conflit d'intérêts. Ensuite, une autre notion dont je voulais vous parler, c'est la notion d'harcèlement.
En fait, il y a une obligation d'adopter une politique contre le harcèlement, là, selon les nouvelles dispositions de la loi visant à prévenir et combattre le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. C'est entré en vigueur en 2024. Je vous suggère, si vous n'avez pas ça, mais j'imagine que depuis 2024, la plupart ont sûrement adopté des politiques, mais en tout cas, à Montréal, on en a une politique, puis je vais m'inspirer de notre politique là, pour vous en parler. Alors, dans le harcèlement, dans notre politique, on définit le harcèlement, puis c'est pas une définition qui vient de nulle part, c'est vraiment, elle est prévue par la loi sur les normes du travail. Alors, je vais vous la lire parce que c'est important. On dit, le harcèlement, c'est une conduite vexatoire qui se manifestant soit par des comportements, des paroles ou des actes, des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Alors, pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu'elle se manifeste par des paroles, des actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique s'il porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Alors, vous voyez la définition du harcèlement, là. Alors, il y a vraiment une notion là, de répétition, habituellement, là, des paroles, des gestes répétés. Sauf si c'est vraiment une conduite grave. Alors, il y a une seule conduite grave, ça peut aussi constituer du harcèlement psychologique. Alors, s'il y a vraiment un effet nocif. Alors, ça, c'est vraiment la définition du harcèlement dans la loi. On dit aussi que le harcèlement, ça inclut la notion d'harcèlement, inclut le harcèlement à caractère discriminatoire. Alors, s'il y a un des motifs énumérés par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise, alors les motifs énumérés, là, il y a la race, la couleur, le sexe, l'identité, l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier ce handicap. Alors, vous voyez, c'est vaste. Alors, s'il y a une discrimination sur un de ces motifs-là, là, ça peut être aussi du harcèlement. Alors, cette définition-là s'applique à tous les contextes de travail, y compris le télétravail ou lors de la participation aux activités sociales liées au travail. C'est pas mal dans tous les contextes là, où on est en travail. Pour ce qui est du harcèlement, ça peut être aussi le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, ça peut être un comportement grossier et offensant. Il peut aussi se manifester de façon subtile, des avances sexuelles inopportunes, des demandes de faveur sexuelle ou tout autre comportement de nature verbale, graphique, physique ou à caractère sexuel. Alors, toute forme d'attention, d'avance non désirée à connotation sexuelle. Ça peut être des sollicitations insistantes, des regards, contacts physiques, insultes sexistes, propos grossiers, propos, blagues ou images à connotation sexuelle. Et puis, pour vous donner une idée de ce que c'est pas le harcèlement, alors, c'est sûr que le harcèlement, on dit cette définition, ça limite d'aucune façon l'exercice normal des droits de gestion de l'employeur et son droit de répartir les tâches et organiser le travail, fixer des objectifs de rendement, gérer la présence au travail, imposer des mesures disciplinaires. C'est important, là, le droit de gestion de l'employeur et pas, disons, peut être exercé normalement. Là, le harcèlement ne vise pas ça. Puis, la notion de harcèlement, il faut la distinguer là, des conflits interpersonnels, du stress lié au travail ou des contraintes professionnelles difficiles. Alors, ça, c'est important là, c'est ça, de distinguer ça. Alors, voilà, j'ai déjà fait le tour.